En rencontrant en 1977 le général aviateur Jean-Henri Jonot, à l'issue de la projection de mon film La prise du pouvoir par Philippe Pétain, j'étais loin de me douter que ce qu'il allait me confier était une véritable bombe. Or, cette véritable bombe, j'ai réussi à la faire éditer par un petit éditeur qui s'appelle Gérard Vatelet, Pygmalion, sous le titre « J'accuse le maréchal Pétain ». Et le premier lecteur a été Henri Guillemin, qui en a immédiatement tiré une préface qui est publiée et avec laquelle il attire l'attention sur l'importance du témoignage de ce général aviateur, qui n'est pas n'importe qui a été l'un des grands chefs militaires de l'aviation française de l'entre-deux-guerres, le collaborateur de Pierre Cot et de Jean Moulin au ministère de l'Air, qui a eu un passé brillant. C'est un Saint-Cyrien qui a été blessé en 14-18. C'est lui qui commandait les escadrilles de bombardement en 1916, au moment de Verdun. Il a eu titulaire de 3 ou 4 citations à l'ordre de l'armée, grand cordon de la Légion d'honneur, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. C'est donc quelqu'un de tout à fait qu'il faut prendre en considération sur le plan militaire. Et son témoignage avait déjà fait l'objet d'une critique d'un colonel, historien militaire, Alphonse Goutard, auteur de 1940 La guerre des illusions perdues, livre qu'avait préfacé le général de Gaulle. Je cite Goutard. Le général Jonot a été pour les grandes unités aériennes ce même précurseur qu'ont été pour les grandes unités blindées les De Gaulle, Lidl-Hart, Fuller et Guderian. À l'école de guerre de 1920 à 1922, il remettait un rapport concluant à la nécessité de doter la France de grandes unités aériennes de bombardement et de chasse qui agiraient en liaison avec les grandes unités de choc à base de chars, d'artillerie tractée et d'infanterie portée. Ce rapport fut le brouillon de l'instruction du 9 octobre 1923 qui prévoyait la création de 186 escadrilles, dont 38 de bombardement lourd groupés en brigades mixtes et divisions aériennes, mettant ainsi entre les mains du commandant en chef une réserve aérienne prête à intervenir dans la bataille au point crucial avec une terrifiante soudaineté. Cette doctrine d'avenir que les Allemands adopteront se heurta aux forces du passé les plus prestigieuses, acharnées à maintenir l'aviation dans ses rôles d'auxiliaire à la disposition des différentes armées pour assurer leurs besoins de renseignement et en protection aérienne. Fermez les guillemets. Effectivement, l'abandon de cette instruction sur l'emploi tactique des grandes unités aériennes est le point de départ de ce qui va constituer la quintessence de l'affaire Jonot. Une affaire qui semble avoir échappé aux historiens. Jonot, J-A-U-N-E-A-U-D. Jean-Henri Jonot, Saint-Cyrien, fantassin, devenu pilote d'avion en 1915, et breveté d'état-major plutôt à l'école supérieure de guerre en 1922. Ce brillant officier aviateur va d'abord envoyé en mission militaire au Brésil, puis il a été nommé au cabinet du ministre de l'Air Pierre Cot lorsqu'il est de retour en 1933. Un ministre qu'il convaincra du bien fondé de l'instruction de 1923. En 1936, Jonot est nommé général et devient major de l'armée de l'air, c'est-à-dire un des postes les plus importants. Mais il sera évincé de ce poste clé à la suite des magouilles d'un comité permanent de la défense nationale, entre guillemets, créé par Daladier autour du maréchal Pétain, qui l'utilise pour placer ses affidés, notamment le général aviateur Joseph Villemain. En effet, Villemain s'est immédiatement opposé à Jonot, qui est un partisan de l'instruction de 1923, rejeté comme étant inapproprié par la doctrine Pétain. On va donc s'en débarrasser, et le fâcheux, nanti de 3 étoiles, toujours on donne des promotions, sera muté en 1939 à Beyrouth pour y commander les forces aériennes françaises de l'Orient méditerranéen. Ce qui ne l'empêchera nullement d'être mis au courant de ce qui s'est tramé en haut lieu et de ce qui va se passer sur le front, et aussi de l'écrire. Le témoignage Jonot, publié chez Pygmalion, a été étudié en 1976 par l'éminent historien militaire américain Robert Doughty, auteur de la thèse The Evolution of French Army Doctrine.
Ce corpus a également fait l'objet d'un examen scrupuleux de mon propre père, le général André Chéras, à qui j'avais soumis le manuscrit. Par ailleurs, au cours d'un entretien avec Pierre Cotte, cet ancien ministre du Front populaire m'avait fait part de sa propre analyse en dressant un bilan de l'état militaire de la France en 1936. Je l'ai scrupuleusement noté. Premièrement, sur terre, nous disposions d'une forte puissance défensive capable de s'appliquer sur toutes les frontières menacées et même éventuellement de venir en aide à la Belgique. Par contre, notre réaction terrestre semblait ne pouvoir envisager que des objectifs limités à cause des fortifications allemandes. Deuxièmement, sur mer, nous disposions d'une force également puissante au point de vue défensif, mais son engagement supposait que la neutralité bienveillante de l'Angleterre nous soit assurée. Troisièmement, et c'est là le point le plus important, dans l'air, notre puissance offensive était théoriquement forte, mais elle était toutefois subordonnée à l'existence de bases aériennes préalablement organisées, non seulement sur le territoire français, mais encore en Belgique, en Pologne, en Roumanie, en Yougoslavie et en Tchécoslovaquie. En résumé, la France disposait d'une garantie de défense solide. Par contre, elle ne pouvait envisager aucune offensive stratégique importante en dehors de ses frontières, autrement que par ses forces aériennes. Donc, la sécurité de la France apparaît ainsi strictement subordonnée à la puissance de son armée de l'air par rapport à celle de l'Allemagne. Or, en 1936, la force de ces deux armées, celle de la France et celle de l'Allemagne, sont sensiblement égales. Mais la rupture de l'équilibre ne va pas tarder, le potentiel de production de guerre de l'Allemagne étant au moins 2 fois supérieur à celui de la France, la puissance aérienne allemande croîtra beaucoup plus rapidement que la nôtre, jusqu'à la supplanter. Il fallait donc que nous recherchions la collaboration de puissances pouvant être à l'opposé de l'Allemagne et disposant soit de forces aériennes importantes, Angleterre-Russie, soit de bases stratégiques, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie, Pologne. Je cite Pierre Cotte, ouvrez les guillemets, « J'ai insisté auprès de Léon Blum pour que cette proposition soit immédiatement mise en œuvre. Car le danger ayant grandi, elle me semblait essentielle pour l'efficacité de notre défense nationale. Mais cette politique va malheureusement se heurter au pouvoir permanent et supranational du maréchal Pétain, soutenu par toute la grande presse qui préconise avec acharnement une orientation vers la France seule, entre guillemets, tout en alimentant un virulent courant réactionnaire basé sur ce slogan anticommuniste primaire, plutôt Hitler que Staline. Comment imaginer dans ces conditions, et surtout après la victoire psychologique que venait de remporter Hitler en Rhénanie, que la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Pologne, directement menacées par l'Allemagne, puissent consentir à l'installation de bases aériennes hostiles à l'Axe. Fermez les guillemets. Ainsi, Pierre Cotte, qui fut 2 fois ministre de l'Air, en 1934, puis en 1936 et en 1937, obtint un crédit global de 13 milliards de francs en 3 ans, afin de pouvoir mettre sur pied les grandes unités aériennes, ce qui aurait dû créer un climat favorable au consensus national pour la défense du pays, mais il se heurtait au réseau secret dans l'armée, si violemment anticommuniste qu'il s'était rallié à cet incroyable mot d'ordre, plutôt Hitler que le Front populaire. Ainsi, quand le 10 juillet 1936 éclate une rébellion militaire au Maroc, appuyée par l'oligarchie financière, la bourgeoisie et l'Église espagnole, le gouvernement Léon Blum, immédiatement sollicité par les républicains qui appellent à l'aide, se trouve dans une situation délicate. Blum choisit la non-intervention officielle, mais ferme les yeux sur ce que font Cotte et Jean Moulin, son directeur de cabinet, pour donner un coup de main à la jeune République espagnole. En tout cas, c'est ce que confirme Jonot, qui est à un poste d'observation privilégié, puisqu'il est à ce moment-là, rappelons-le, major général de l'armée de l'air. Mais Franco reçoit l'aide combinée de tous les fascismes européens, c'est-à-dire de l'Allemagne, de l'Italie et du Portugal. Pourtant, écrit Jonot, entre guillemets, la France aurait pu intervenir rapidement pour restaurer à Madrid une république alliée qui garantit nos communications avec l'Afrique du Nord. Déjà, nous avions fait preuve d'une incohérence totale en n'intervenant pas en Éthiopie et en Rhénanie. Mais que penser de notre imprudence lorsque nous capitulons en Espagne devant Mussolini et Hitler? Fermez les guillemets. Le 3 septembre 1936 paraissait au journal officiel le décret de création des corps aériens. Corps aérien de bombardement, Paris. Corps aérien de chasse, Reims. Puis le 14 septembre paraissait le décret sur les armées aériennes. Le général Jonot en conclut, ouvrez les guillemets, nous avions mis sur pied une véritable armée de l'air. En attendant la réalisation intégrale des plans 3 et 4, ceux qui ont fait l'objet des décrets de septembre 1936, nous mettions en place un plan d'attente qui prévoyait
1500 avions de première ligne et 900 en réserve. Les plans 3 et 4 annonçaient la construction et la mise en œuvre personnelle et matérielle de 4350 avions, 2400 en première ligne, 1950 en réserve, dont 2 tiers de bombardiers lourds en piqué. La remise par Pierre Cot des plans 3 et 4 au comité permanent de la défense nationale a coïncidé avec un nouvel effort de Charles de Gaulle en faveur de la création de corps cuirassés. Les armées aériennes et les corps aériens sont aussi nécessaires que les corps cuirassés. Sans l'appui des grandes unités aériennes, les grandes unités cuirassées sont vouées à l'impuissance. Fermez les guillemets. Mais patatras. Le témoignage du général Jonot indique que c'est en 1937 qu'apparaissent les prémices du changement de cap, notamment le 15 février, au cours de la réunion du comité permanent de la défense nationale qui enterra le projet précité suite au veto du maréchal Pétain. Il restera silencieux pendant toute la séance, au cours de laquelle l'amiral Darlan prononcera un réquisitoire contre les plans 2, 3 et 4 présentés par Pierre Cot, afin de justifier le refus des crédits demandés par le ministère de l'Air pour une aviation de bombardement dont l'inefficacité est certaine, fermez les guillemets. Ce grave épisode du dysfonctionnement militaire est corroboré par Pierre Cot lui-même, ouvrez les guillemets. Pendant la période où je fus ministre de l'Air, mes demandes furent réduites d'1,3 milliard pour les crédits de paiement. L'ensemble des crédits pour le matériel de série ne dépassait pas à cette époque 1 milliard par an. Ainsi, d'une part, l'autorité militaire estimait qu'il n'y avait pas lieu d'étendre ou de modifier le plan d'accroissement de l'armée de l'air. Et d'autre part, de l'autre côté, le ministre des Finances ne nous accordait même pas les crédits nécessaires à l'exécution du plan 2. Tant et si bien que je me suis adressé directement au président du Conseil, Chotan, qui avait succédé à Léon Blum, pour lui dire que si l'on continuait à traiter l'armée de l'air en parent pauvre, elle ne pourrait pas accomplir l'effort que tout le monde jugeait souhaitable, et donc que le réveil risquait d'être terrible. Puis, le mois de janvier 1938 arrive, le cabinet est renversé, je quittais le ministère de l'Air, laissant derrière moi mes plans d'extension rejetés par l'autorité militaire, mes crédits refoulés par le ministère des Finances, et mes projets d'alliance aérienne avec l'Union soviétique mis à l'écart. Je puis affirmer, dit Pierre Cot, écrit toujours Pierre Cot, que si l'on avait suivi mes propositions relatives aux accords avec l'Union soviétique, nous aurions probablement évité la guerre et certainement la défaite. Et pourtant, nous faillîmes réussir en chaîne Jonot. À l'issue de la réunion du Conseil du Comité permanent de la défense nationale, Pierre Cot me chargea de rédiger une instruction sur l'emploi tactique des grandes unités aériennes. Ce document, publié le 1er avril 1937, s'oppose point par point à la doctrine Pétain en insistant sur le rôle décisif de l'intervention massive d'une aviation de bombardement puissante, en vol horizontal et en piqué, ainsi que l'emploi d'une infanterie de l'air parachutée. Fermez les guillemets. Cette instruction provoqua de vives réactions, notamment celles des attachés militaires et aériens des ambassades d'Urs et de Grande-Bretagne, qui, d'abord sceptiques, purent en apprécier le bien fondé au cours des grandes manœuvres de Normandie, se déroulant en présence de Daladier et du ministre de la Guerre britannique, Sir Samuel Hoare. Une armée et 2 corps aériens participèrent à un exercice en temps réel dans le cadre de l'instruction précitée, où les bombardiers, les chasseurs et les parachutistes s'y conjuguèrent avec un plein succès. Mais au cours de la critique finale, le général Herring, qui dirigeait les manœuvres, osa dire « L'armée et les corps aériens créent une dualité de commandement préjudiciable aux opérations ». Ces propos émanant d'un officier général distingué, ami intime du maréchal Pétain, firent scandale. En tout cas, elles auguraient mal de l'avenir. Le 21 juin 1937, le ministère Blum est renversé par un vote du Sénat. Que va faire Chotan, son successeur? Que va-t-il pouvoir faire alors que ses 3 prédécesseurs ont été réduits à l'impuissance militaire par le pouvoir permanent et supranational du maréchal Pétain? Et pourtant, en nationalisant les industries de guerre, le Front populaire avait réussi à faire recruter 40 000 ouvriers supplémentaires qui ont permis de multiplier par 5 le volume de la production militaire, dont la qualité générale était équivalente à celle des matériels allemands, y compris dans le domaine de l'aviation. Ce qui sera confirmé par Pierre Cot, exilé aux USA en 1940, d'où il écrit, ouvrez les guillemets, de juin 1936 jusqu'à septembre 1939, nous avons dépensé pour notre armée de l'air l'équivalent de 750 millions de dollars. Pendant la même période, l'Angleterre dépensait 1600 millions de dollars, soit plus de 2 fois plus, et l'Allemagne plus de 3000 millions. Qui fut coupable ou qui manqua de clairvoyance? Les civils qui ont réclamé l'accroissement de la part faite à l'aviation dans la défense nationale, ou ces militaires qui déclaraient en 1937
qu'il n'y a pas lieu d'éteindre les plans de l'armée de l'air. Fermez les guillemets. Mais il faut bien noter que l'effort budgétaire incontestable du Front populaire ne se conjugue pas avec la doctrine militaire qui a prévalu dans les hautes sphères de l'armée, si on en croit le témoignage du généralissime Maurice Gamelin. Ouvrez les guillemets. L'année 37 m'a laissé le souvenir d'une période noire, dont sentait se resserrer sur nous l'emprise du destin, sans pouvoir sortir de l'impuissance où nous nous étions enlisés. Il ne m'a pas échappé qu'il se tissait une trame, celle même dont la France allait mourir. Qui nous empêcha, en 1932, d'entreprendre l'organisation défensive du nord de la France sur le type de la fortification permanente? Qui, ayant charge de la défense aérienne du territoire, n'y fit accomplir aucun progrès? Ministre de la guerre en 1934, au moment où l'Allemagne entamait son progrès, qu'a fait le maréchal Pétain? N'est-ce pas lui dont les idées sur la puissance de la défensive ont eu une si persistante et néfaste influence? Comme si la France pouvait se contenter d'avoir une armée défensive. N'est-ce pas pure démagogie? Des erreurs qu'il n'en a pas commis, mais des crimes contre la France. C'est une autre chose. Fermez les guillemets. Même si on fait la part du dépit de Gamelin de s'être stratégiquement trompé, il faut retenir de cette déclaration que le généralissime estimait que le maréchal était dépassé, voire incompétent, et qu'il jouissait d'une réputation en grande partie usurpée. Le 18 janvier 1938 débute l'engrenage fatal. Guy Lachambre, qui succède à Pierre Cot au ministère de l'Air, nomme immédiatement sur la recommandation du maréchal Pétain, comme chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Joseph Villemain. Quelle est la raison de cette brusque décision? Il faut savoir que Villemain, passant outre la voie hiérarchique, venait d'adresser au nouveau ministre une note personnelle et confidentielle qui se terminait ainsi, : la situation est extrêmement grave, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis bien convaincu que si un conflit éclatait cette année, l'aviation française serait écrasée en quelques jours. Fermez les guillemets. En matière de défaitisme, Villemain était bien le porte-parole de Pétain. Puis les événements se précipitent. Le 19 février 1938, Hitler déclare « Aux frontières immédiates du Reich vivent 6 millions d'Allemands qui veulent retrouver leur patrie. » Le 12 mars, la Landwehr défile à Vienne devant le Führer. Le lendemain, l'Autriche est incorporée à l'Empire allemand. Entre-temps, le ministre Schottens démissionnait. Léon Blum a tenté de réaliser l'union sacrée. Mais des hurlements lui ont répondu. « Ah bah les Juifs, Blum la guerre !» La droite ne collabore pas avec les communistes. Un seul danger, le péril rouge. Pierre Cot étant parti, Jonot étant éloigné, on veut d'abord l'expédier à Saigon, puis il est nommé au commandement de la 2e région aérienne, le comité permanent de la défense nationale, qui se réunit sous la présidence du nouveau président du Conseil Daladier, est désormais entièrement entre les mains du maréchal Pétain. Le général Jonot, qui a néanmoins conservé un lien avec des informateurs bien placés, va mener au jour le jour une enquête scrupuleuse et tout à fait édifiante. En voici les grandes lignes dont on peut apprécier le décalage eu égard à l'histoire officielle. Au cours de la réunion du comité permanent de la défense nationale du 15 mars, Pétain affirme que l'industrie française, ayant aucun potentiel de construction en matière aéronautique, les Allemands auront probablement la maîtrise totale de l'air, et le général Villemain d'ajouter « En 15 jours, notre aviation serait détruite ». Georges Bonnet, nouveau ministre des Affaires étrangères, prend acte de cette expertise pessimiste sur l'état de l'aviation française dont il faut tenir compte pour notre action politique internationale. Le défaitisme affiché qui s'est emparé du Parlement et d'une grande partie de la presse va faire le jeu de Hitler, dont la prochaine proie sera sans doute la Tchécoslovaquie. Le 21 mai, Gamelin, qui est conscient de la gravité de la tension internationale, demande à Daladier un important renforcement de l'armée de terre, avec notamment des divisions de chars, mais le président du Conseil, ayant pris l'avis de Pétain, refuse l'octroi des crédits nécessaires. Le 20 août 1938, Villemain, répondant à une invitation du général Milch de la Luftwaffe, est abusé par la démonstration du Heinkel 100, qui vole à 634 km/h, alors que notre chasseur de Voitine 510 n'atteint que 400 km/h. Les généraux allemands affirment que cet appareil est d'ores et déjà construit en grande série, alors qu'ils lui ont préféré un avion un peu moins rapide mais plus maniable, le Messerschmitt Bf 109. Donc le bluff a marché. Le chantage a réussi. Villemain est désormais persuadé que l'aviation de chasse française serait complètement surclassée par l'aviation allemande. Mais que va faire ce haut responsable de l'armée de l'air? Les corps aériens, l'infanterie de l'air et l'aviation d'assaut sont supprimés. Les plans 3 et 4 sont remplacés par le plan 5.
modernisation et accroissement de l'aviation de chasse en premier lieu, dans la mesure où la participation de l'aviation à la bataille terrestre est aléatoire. Fermez les guillemets, citation de Pétain. En ce qui concerne l'aviation de bombardement, le problème est plus complexe. Il y a ceux qui peuvent agir sur les arrières de l'ennemi et ceux qui peuvent participer directement à la bataille au sol. Dans cette dernière catégorie, nous disposions d'un avion de semi-piqué valant bien le Stuka allemand, le Loire Nieuport 40. L'état-major a estimé que cet avion était trop lent et l'a refusé. D'où ce commentaire du général Jonot, ouvrez les guillemets, alors que nos plans 3 et 4 prévoyaient 400 bombardiers lourds et moyens en vol horizontal, 200 bombardiers légers en piqué, soit au total 1600 bombardiers aptes à participer à la bataille terrestre, le plan 5 de Guy Lachambre et Villemain ne prévoit que 876 bombardiers, dont 146 seulement sont réputés aptes à cette participation. 146 au lieu de 1600. Encore faut-il remarquer que dans le plan 4 de 36, les bombardiers étaient mis en première urgence, alors que dans le plan 5 de 1938, ils ne sont placés qu'en seconde tranche. À mon niveau, celui de responsable d'une région aérienne, conclut Jonot, j'assiste impuissant à cette lamentable dégradation. Fermez les guillemets. Au moment où Hitler crée 7 corps aériens, Villemain en supprime 2. La garde aérienne, dont la rumeur prétend qu'elle préparait un coup d'État communiste, est supprimée. La France est donc privée de son aviation d'assaut, alors que l'Allemagne intensifie la production de Stuka. Les deux groupes de parachutistes sont dissous. Tels sont les premiers éléments d'une longue série de destructions. Mais l'escalade vers la guerre continue. Hitler revendique les Sudètes. À Londres, où sont réunis le 25 septembre les chefs d'État et les chefs militaires anglais et français, le climat n'est guère à l'optimisme. J'ai recueilli les informations les plus inquiétantes sur l'état de l'aviation française, dit le Premier ministre britannique. Si une pluie de bombes s'abat sur Paris, la France se trouvera-t-elle en mesure de se défendre et de contre-attaquer ? Le 26 septembre, Hitler prononce un discours machiavélique, ouvrez les guillemets, une fois le problème sudète résolu, il n'y aura plus en Europe de problème territorial. C'est la dernière revendication que j'ai à formuler, je le garantis. Ma patience est à bout. Les territoires sudètes devront m'être rendus le 12 octobre 1938, sinon ce sera la guerre. À l'issue d'un imbroglio diplomatique qui n'est guère à la gloire de ses protagonistes, une conférence de la paix est organisée à Munich le 29 septembre. Résultat, les Tchèques devront se soumettre aux exigences de Hitler. Si Chamberlain, lorsqu'il agite le papier du renoncement, signé devant les caméras des actualités, déclare avec la naïveté d'un fantoche « J'ai assuré la paix pour 30 ans », le maréchal Pétain, lui, sait bien que les dés sont jetés. Il avait prévu le renoncement des Tchèques et la démission franco-britannique. Il dit à Georges Bonnet « Vous avez rendu un grand service à la France. Vous avez eu raison. Nous n'étions pas prêts. Nous aurions été battus. » Fermez les guillemets. En fait, l'accord de Munich a donné à Hitler le temps de parachever ses armements. Pourtant, l'alliance aérienne franco-tchéco-soviétique, imaginée par Pierre Cotte, mais contestée puis abandonnée sous l'influence de Pétain, nous aurait épargné cette lâche capitulation ainsi que le déshonneur. C'est aussi ce que pense Jonot, ouvrez les guillemets. La réalisation des bases aériennes tchécoslovaques, polonaises et roumaines demandées par Pierre Cotte en 1933 et 1936 aurait permis le déploiement de l'armée de l'air soviétique en 1938, 24 heures après l'ordre de mise en alerte. Tout le territoire du Reich allemand se serait alors trouvé sous le feu des bombardiers russes et français, alors que l'armée de l'air française, basée en Tchécoslovaquie, aurait eu la possibilité de participer à l'offensive terrestre franco-tchèque en direction de Berlin. L'abandon à Hitler des bases aériennes tchécoslovaques, combiné avec le refus de l'alliance aérienne franco-tchéco-russe, représente pour la France un événement d'une importance décisive en ce qui concerne la guerre de 1939 et la défaite de 1940. Mais quittons l'histoire fiction pour le général Billotte. Gouverneur militaire de Paris, il interroge le 10 octobre 1938 le général Jonot, chef de la première région aérienne, sur l'état de défense de la capitale. Et il est stupéfait d'apprendre qu'elle est, ouvrez les guillemets, incapable avec ses moyens actuels d'agir efficacement et que d'importants renforts sont nécessaires, un corps aérien de chasse, un corps aérien de bombardement, au total 2094 avions, ainsi que 23 sections de ballons de protection. Fermez les guillemets. Le ministre de l'Air, Guy Lachambre, réagit violemment à cette communication qui met en lumière l'incurie de son équipe et inflige un blâme à Jonot que la presse pétiniste, candidée des Gringoire,
cloue au pilori. Mais la disgrâce du gêneur lui vaut une promotion le 15 mars 1939, et on l'expédie à Beyrouth au commandement des forces aériennes de l'Orient méditerranéen. Ce même jour, les troupes allemandes pénètrent en Bohême et en Moravie. Hitler arrive à Prague, déclare annexer la Tchécoslovaquie. Cette violation des accords de Munich ne provoque aucune réaction de Londres et de Paris. Le Reich va donc pouvoir lorgner vers sa prochaine proie, la Pologne. La guerre étant désormais devenue inévitable, allons-nous assister à une remise en cause de la politique du Comité de la Défense nationale, dont le défaitisme, basé sur notre faiblesse aérienne, avait conduit au lâche soulagement de Munich? Non point. Car au même moment, l'opinion publique est abusée par ce que la grande presse appelle le miracle de l'aviation française, avec notamment ce point de vue d'une sommité militaire, le général d'armée Paul Armengaud, ami intime du maréchal Pétain, depuis la guerre du Rif, Grand Croix de la Légion d'honneur. Je cite le général Armengaud. Nous tendons, l'Angleterre et France réunies, vers l'équilibre aérien avec l'axe Rome-Berlin. Au cours de cette année, l'équilibre sera établi, il sera même rompu en notre faveur. Et la revue L'Armée de l'air, publiée sous le contrôle du général Villemain, opacifie cet enfumage en disant que le développement de l'aviation outre-Rhin s'inspire d'une fausse doctrine qui conduit à une solution parfaitement inefficace. En réalité, à la date du 14 juillet 1939, la France ne dispose d'aucun avion de bombardement moderne. Pour éviter la révélation publique de cette situation scandaleuse, Villemain fait défiler des bombardiers modernes britanniques au-dessus de la traditionnelle revue des troupes sur le Champs-Élysées. Mais revenons à Pétain. Avant de partir pour Madrid, il a été nommé ambassadeur de France auprès de Franco. Il a laissé un justificatif où son attitude défaitiste dans la préface, où son attitude défaitive apparaît dans la préface qu'il a écrite pour le livre du général Chauvineau, Une invasion est-elle encore possible? Il faut lire ce texte de 17 pages pour tenter de comprendre les raisons ambiguës, sinon aberrantes du comportement de celui qui fut l'inspirateur, voire le patron du comité permanent de la défense nationale. En voici un extrait. La défensive a vu ses moyens accrus dans une proportion très supérieure aux moyens offensifs. La défensive est devenue si puissante qu'il faut à l'assaillant une énorme supériorité pour se lancer à l'attaque. Les moyens de briser le barrage sont les chars et l'artillerie lourde, mais les chars sont vite démodés et difficiles à améliorer. L'aviation doit attaquer par priorité les objectifs aériens, formation, terrain, stockage, usine. L'action directe des forces aériennes dans la bataille terrestre est aléatoire. C'est par des actions indirectes sur les arrières que s'exercera le plus efficacement l'action de l'aviation. Le front continu est une réalité qu'il y a péril à méconnaître. La possibilité existe pour notre pays d'arrêter à coup sûr tout ennemi voulant pénétrer à l'intérieur de nos frontières. Pour attaquer le front continu, il faut 3 fois plus d'infanterie, 6 fois plus de canons, 15 fois plus d'obus que pour le défendre. Cette marge de sécurité dicte à la France sa conduite en face de la course aux armements des autres. Ainsi, la France se trouve non seulement protégée par des frontières inébranlables, mais encore mise à l'abri de la faillite financière qu'aurait entraîné en toute certitude la ruineuse et inutile construction de chars offensifs et d'avions de bombardement. La technique militaire commande le choix des alliances, elle impose à la nation sa politique extérieure et sa politique intérieure. Fermez les guillemets. Comment un expert de haut niveau en matière militaire peut-il rester figé sur une mystique de la stricte défensive, alors que toutes les informations concernant les forces allemandes annoncent que la prochaine guerre sera brève, brutale, voire foudroyante, et qu'elle sera le fait de corps blindés associés à une aviation d'assaut. Par ailleurs, comment Pétain a-t-il pu douter de l'improbable percée ennemie dans la région des Ardennes, au centre du front? Et Jonot d'ajouter, pourquoi le maréchal a-t-il mis son veto au plan 3 et 4 présenté par Pierre Cot au comité permanent de la défense nationale? Aux critiques qui lui étaient adressées, Pétain répondait, la bataille de Sedan serait une défaite allemande, parce que la défensive terrestre est maintenant forcément victorieuse. Fermez les guillemets. Le 11 août 1939, une mission militaire franco-britannique de la dernière chance arrive à Moscou. Elle repartira bredouille, tandis qu'un pacte de non-agression germano-soviétique est signé. La Deuxième Guerre mondiale va bientôt commencer. Alors, devant cette accumulation d'hérésies et de fautes de jugement, que peut-on en conclure? Cette étrange défaite est-elle la conséquence de la sclérose du haut commandement militaire français ou bien le résultat d'un désastreux et invraisemblable concours de circonstances?
Autrement dit, comment a-t-on pu en arriver là? En remontant le temps, répond le général Jonot, il est aisé d'enregistrer le veto de Pétain, plusieurs fois renouvelé en ce qui concerne la fortification de la porte de Sedan et son affirmation obstinée de l'imperméabilité des Ardennes belges. De même, les dispositions prises par les généraux pétinistes Georges et Hunsinger pour que la porte de Sedan demeure non fortifiée et non défendue. Sans oublier les dispositions prises par Villemain pour anéantir l'armée de l'air moderne créée par Pierre Cot lors du Front populaire. Bref, dit-il, cela ressemble curieusement à une vaste entreprise de trahison. Fermez les guillemets. C'est lui qui le dit. C'est en tout cas l'opinion du général Jonot, qui nous fait part sans embâche de la conclusion de son enquête. Et il nous en donne les preuves dans les précieuses annexes de sa déposition qui comportent les chiffres et les documents de ce dossier explosif. C'est pourquoi Henri Guillemin a raison d'écrire dans sa préface « C'est un livre important, un témoignage considérable ». D'ailleurs, 2 anciens ministres de l'air ont rendu compte de leur action en 1947 devant l'Assemblée nationale, Pierre Cot et Guy Lachambre. Leurs témoignages croisés viennent éclairer et valider le débriefing Jonot. Premier témoignage. Personne ne saurait adresser le moindre reproche aux combattants de l'aviation française, dit Pierre Cot. Ils étaient courageux, ils connaissaient leur métier. Quand nous parlons de l'insuffisance ou de l'infériorité de l'aviation française, cela veut dire que nous étions dans un rapport de 1 à 3,5 face à l'aviation allemande, car nous disposions en 1940 de 6 000 appareils, 2200 à 2300 avions de première ligne, 3500 avions en réserve, contre 17 000 appareils ennemis, 8 000 en première ligne et 9 000 en réserve. Tous les avions de notre armée de l'air ne furent pas engagés contre l'armée allemande, une faible partie seulement fut engagée dans la bataille où s'est joué le destin de notre pays. Au cours des mois de mai et juin 40, nous avons perdu 757 avions, 306 au combat, 229 détruits par l'ennemi sur nos terrains, 222 accidentés. Nous avons eu 117 tués, dont 59 officiers, 180 blessés, dont 70 officiers, 371 disparus, dont 149 officiers, ce qui représente un faible pourcentage de notre potentiel militaire. Au cours de la bataille de France, deuxième témoignage, 2441 avions modernes furent engagés, déclare Guy Lachambre. Il y a lieu d'y ajouter 600 avions de type ancien. Cependant, cet effort était loin d'avoir épuisé nos possibilités et nos réserves. Grâce aux ressources de la production nationale, l'aviation française demeurait après l'armistice, prête à continuer la lutte avec des effectifs de première ligne supérieurs à ceux qu'elle avait le 10 mai 1940. Fermez les guillemets. Alors, comment les hauts responsables de la conduite des opérations ont-ils utilisé les matériels et ces hommes? C'est aussi cette question qui se posèrent tous les combattants terrestres qui ont eu le sentiment que du 10 mai au 20 juin 1940, le ciel était vide d'avions français. Une réponse pitoyable a été donnée par le général Hunsinger, un affidé de Pétain, qui répondait à la demande angoissée des défenseurs de Sedan, pilonnés par les Stukas et implorant une protection de la chasse. Deux points ouverts les guillemets, dit Hunsinger, il faut que les troupes s'aguerrissent et s'habituent à ces actions de bombardement. Fermez les guillemets. Guy Lachambre de conclure, ce qui paraît avoir décidé du sort de la bataille de France, comme précédemment en Pologne, c'est la combinaison intime char-avion. C'est donc une sclérose du haut commandement français qui est la cause profonde de notre défaite. Fermez les guillemets. Mais le général Jonot va plus loin et précise. À partir du 16 mai 40, l'étude comparée des ordres donnés de ceux qui auraient dû l'être révèle qu'au lieu d'agir par concentration des moyens, en appliquant contre l'ennemi, momentanément, la totalité des forces disponibles, constituées par les grandes unités aériennes, Villemain a choisi la dispersion des efforts de bombardement isolés, sans aucune liaison avec les forces terrestres engagées dans la même bataille. Cette façon d'agir est criminelle, puisqu'elle correspond à l'abandon systématique et prémédité de la doctrine d'organisation et d'emploi définie par l'instruction du 31 mars 1937. À une doctrine de victoire s'est trouvée substituée une doctrine de dispersion des efforts et des moyens, génératrice de défaite. Fermez les guillemets. Il est permis de conclure, sans risque d'erreur, qu'en assumant la responsabilité de cet abandon et de cette substitution, Villemain a trahi les devoirs de sa charge, tout en rendant possible la victoire de Hitler et la création du royaume de Vichy. La gravité de cette trahison est soulignée par le fait historique le plus important et le moins connu, déjà plusieurs fois signalé,
Toutes les décisions concernant l'organisation et l'emploi d'une armée de l'air moderne ont été prises en France avant d'être adoptées par l'Allemagne. D'ailleurs, il existe sur ce point d'une importance capitale un témoignage britannique et impartial qui mérite d'être connu, celui de Derek Wood et Derek Damser, la victoire de la RAF. Car l'étude détaillée de ces deux experts anglais permet de conclure, primo, la doctrine aérienne de la France mise au point par Pierre Cot et son équipe en 33, 36 et 37, adoptée par Hitler et Göring en 38 et 39, a assuré les victoires allemandes de Pologne, de Norvège et de France. Secondo, l'abandon de cette doctrine par Hitler en septembre 40 est à l'origine des défaites allemandes d'Angleterre et de Russie. Le j'accuse du général Jodot est corroboré par de nombreux témoignages de pilotes qui étaient dans le ciel le jour de la percée de Sedan, notamment le récit de Constantin Felzer, aux commandes de son bloc 152, futur pilote du Normandie-Niemen, qui finira la guerre comme compagnon de la Libération. Vous le verrez dans les extraits de mon film, La prise du pouvoir par Philippe Pétain. J'ai enregistré son témoignage, mais il faut savoir que son cas n'est pas isolé et que j'aurais pu en citer des dizaines d'autres. Chaque jour, dit Felzer, on attendait des ordres répondant à la situation. Attaquer tout avion allemand et l'abattre par tous les moyens, ou détruire les Soukas, attaquant les réfugiés, ou encore interdire le ciel aux avions allemands. Hélas, de tels ordres n'ont jamais été donnés, alors que le combat du 14 mai 40, livré dans les pires conditions, avait démontré notre supériorité, tant dans l'art du pilotage que dans la qualité de nos avions. Et puis, il y a aussi cette affaire, qui a été jugée décisive par le général Billotte. L'abandon, sur ordre d'Hunsinger, de bombarder le pont de Gaulier, ce qui a permis aux blindés de Rommel le franchissement de la Meuse, le 14 mai 40, ainsi de réaliser le coup de faucille victorieux qui mit un terme à la campagne de France. À ce sujet, il faut prendre connaissance du témoignage accablant du commandant aviateur Pierre Grenet que vient de publier son petit-fils. Résumons-nous. Voilà des témoignages, le venant du haut de la hiérarchie de l'armée de l'air, les autres de 5 pilotes de chasse, des témoignages qui se recoupent et concordent, pour faire émerger le spectre de la défection, ce qui n'est pas une mince affaire. N'étant pas féru d'histoire militaire, j'ai vérifié les chiffres, la réalité des situations. Je n'ai rien trouvé qui contredise l'argumentation du pamphlet Jodot, ainsi que le récit pittoresque de Constantin Pedler, publié sous le titre dans un livre intitulé « On y va ». Alors, il faut bien se résoudre à poser la question qui fâche, sans remonter jusqu'à Ganelon, mais sans ignorer Cadoudal, Charette, Bouillet et consorts. Sommes-nous dans le sillage de Bazaine, ou bien dans les traces du général Boulanger? Sans doute devons-nous prendre en compte l'état d'esprit des chefs militaires français pervertis, sinon pourris, par toutes les guerres coloniales, de conquête coloniale du XIXe siècle, qui les a transformés en chefs de bande, en condottières ou en satrapes, qui se moquaient perdument de la démocratie et n'ont qu'un rapport formel avec le patriotisme. En écartant l'hypothèse d'un complot organisé, on est conduit à l'examen des raisons du grave dysfonctionnement de la machine militaire, ainsi qu'à l'identification des causes d'une paralysie de la défense nationale qui fut proche de l'incurie. Mais si elles sont nécessaires pour comprendre l'étrange défaite, les raisons matérielles, techniques ou stratégiques ne sont pas suffisantes pour appréhender les causes profondes du désastre. Le phénomène de la prise du pouvoir par Philippe Pétain est un phénomène complexe. Il ne peut être analysé avec pertinence que s'il fait l'objet d'une étude sur le temps long, c'est-à-dire en partant de cette grande guerre de 14-18, exécrable et ignoble boucherie nationaliste qui a déshonoré l'humanité, en même temps qu'elle profitait de manière éhontée et scandaleuse aux capitalistes internationaux. Le point de départ de la divine surprise de Maurras est évidemment Verdun. Pourquoi ? Parce que ce môle de résistance, ayant tenu de février à décembre 1916, a été le champ de bataille emblématique de l'armée française, où tous les soldats sont venus combattre, les uns après les autres, sous les ordres du général Pétain. Il fut ainsi le seul général français à avoir rencontré tous les poilus. Cette bataille, qui a pu stabiliser l'invasion, a généré le mythe pétainiste de la défensive victorieuse et a placé le chef militaire qui l'avait dirigé au niveau le plus haut dans la popularité nationale. Ainsi est apparue et s'est développée l'image d'un chef pacifiste et protecteur, économe de la vie des soldats et recherchant plutôt la couverture que l'affrontement. Un bon samaritain pour une France exsangue. Dans la décennie qui a suivi, cette mystique de la défensive a prévalu au cours des travaux relatifs à la défense nationale.
Elle s'est traduite en particulier par le projet de la construction de fortifications protectrices, cette ligne Maginot que Pétain a récusée tout en proposant une série de molles de résistance à l'invasion, à l'exception toutefois de la porte de Sedan, car il jugeait impénétrable le massif des Ardennes. Il a prôné aussi l'utilisation des blindés, car l'avenir est au maximum d'hommes sous la cuirasse, mais sa préférence allait aux chars légers, qui accompagnaient l'infanterie, car il en était resté aux péripéties de la guerre enterrée, et n'avait aucune faculté d'anticipation concernant la force de frappe des blindés associés au bombardement en piqué. Étant l'un des 8 maréchaux issus de la Grande Guerre, doté d'une exceptionnelle longévité, il a fait plier tous les ministres de la guerre successive. Mais jugeant sans doute sa présence un peu trop encombrante, le gouvernement radical du cartel des gauches l'avait envoyé en 1925 pour mettre un terme à la guerre coloniale du Rif où lui ôtait semblé Élysée. Il y connaîtra Franco. Pétain restera vice-président du Conseil supérieur de la guerre, donc général en chef de l'armée française, jusqu'au 9 février 1931, où le général Weygand lui succédera. Pendant cette période, il est élu à l'Institut, se contente de parader, d'épingler des médailles, de distribuer la précieuse eau bénite de sa science militaire, entre guillemets, mais sa correspondance privée révèle que son ego gonfle, que son amour-propre est en train de se transformer peu à peu en ambition politique. Je crois que le péril du pouvoir, auquel il est bien difficile de résister, s'est manifesté pour la première fois, pour lui, au fond de la baie de Chesapeake, à Yorktown, où il est reçu par le général Pershing, au nom du président Hoover, le 15 octobre 1931. En effet, le maréchal Pétain conduit la délégation française chargée d'assister à la commémoration du 150e anniversaire de la victoire des insurgents de Washington sur les Anglais de Cornwallis. Le maréchal, qui prononce un discours exaltant la fraternité d'armes franco-américaine, est reçu avec la pompe d'un chef d'État. Ce n'est pas la présence du président du Conseil, Pierre Laval, qui le rejoindra quelques jours après, qui pourra effacer cette impression majeure. Et la métamorphose s'accomplira le 9 février 1934, lorsque Gaston Doumergue, nouveau président du Conseil, lui proposera le ministère de la Guerre, espérant ainsi pouvoir donner une importante caution patriotique et politique aux anciens combattants qui ont participé nombreux à la grande émeute du 6 février. C'est donc auréolé par les ligues nationalistes et l'extrême droite fascisante que le vainqueur de Verdun, entre guillemets, devient une icône politique 6 ans avant Vichy. La suite de son parcours a été parfaitement décodée par Henri Guillemin. Ministre de la Guerre, de février à novembre 1934, Pétain confirmera les choix stratégiques défensifs qu'il a préconisés, mais il s'occupera surtout de l'élan mental de la nation, de son moral. Il ne trouve pas de mots assez durs pour déplorer que l'éducation des jeunes soit confiée aux instituteurs communistes. Il quittera ses fonctions après avoir fait voter des crédits pour la modernisation de l'armement, mais aussi et surtout avec l'amère frustration de ne pas avoir été compris pour l'essentiel, c'est-à-dire pour son hostilité profonde et son dégoût d'une France frivole, jouisseuse, dissolue, décadente, un pays de salopards à casquette qui ne pourrait en aucun cas faire face à une puissante Allemagne régénérée par le tonique national-socialisme. Si le mot politicus n'a pas encore exprimé sa vision autocratique d'une révolution nationale, l'homo militaris, lui, a confirmé un formidable prestige et un pouvoir de conviction absolue. Il va donc entraîner dans son aventure personnelle la plupart des ganaches galonnés, lâches et réactionnaires qu'il imbibe du syndrome défaitiste. Et cette tragique allégeance de circonstances finira par constituer une réponse politique aux deux mots d'ordre inavoués des classes possédantes, plutôt Hitler que Staline, avec son terrifiant corollaire, plutôt Hitler que le Front populaire. Le témoignage du général Jeannot apporte au dossier noir et mortifère de l'an 40 les éléments à charge d'une intolérable vérité. Car dès le 10 mai 1940, les dés sont jetés, la tête de Marianne va rouler dans le caniveau. Et j'ajouterai, cette réflexion toute personnelle, Philippe Pétain, je l'appelle, pour moi c'est un ex-maréchal, ça ne peut pas être le maréchal puisqu'il a été condamné à l'indignité nationale en 1944. Donc Philippe Pétain avait 15 ans au moment de la Commune de Paris. Comme l'a confirmé Jacques Isorni, que j'ai fréquenté à l'époque, qui m'a donné énormément de renseignements, il partageait avec ses compatriotes ruraux de Cauchy à la Tour l'hostilité, sinon la haine, des partageux de la capitale. Les partageux. Alors,
Si Maurras peut dire que Vichy est une divine surprise, on peut supposer qu'il est aussi un accomplissement du désir versaillais.